des internationaux ou des joueurs confirmés français. On en parle plus par le prisme du haut de tableau, mais en réalité, ça influence souvent plus le bas de tableau et le maintien que le haut de tableau. Pour une raison simple, c'est que bah oui, ceux qui ont beaucoup d'internationaux sont impactés par les doublons, mais c'est prévu dans leur stratégie et dans le plan de la saison, dans leur pic de forme, dans tout ce que tu veux. C'est-à-dire que Toulouse, bah oui, il manque une dizaine de joueurs dans un faux doublon. Bah, t'as pas le droit de t'en plaindre parce que ta stratégie est ainsi faite que la stratégie elle est faite pour que tu gagnes quand tout le monde est là et que tu acceptes la défaite ou tu acceptes d'être diminué quand tes internationaux ne sont pas là, ce qui était le cas là ce week-end. Ça dévalorise pas la victoire des, des clubs qui vont battre ces équipes-là. C'est simplement que bah, le calendrier est ainsi fait que Toulouse sait qu'ils vont être diminués et que bah, peut-être tu as la chance de rencontrer Toulouse quand tu es en doublon ou en faux doublon, bah, c'est jamais mauvais à prendre. Donc Bayonne les aurait peut-être battus dans une journée normale, j'en sais rien, mais je pense qu'ils préféraient les prendre ce week-end-là qu'il y a 15 jours, comme Brive les a pris, qu'ils ont pris 45 points. C'est Donc clair. voilà, ouais, Mm. c'est un peu particulier, mais c'est là que je trouve ça injuste. Tu vois, je trouve pas. C'est dans le meilleur des mondes, tout le monde devrait pouvoir gérer son effectif comme il l'entend, mais je trouve pas ça injuste pour les gros clubs d'avoir des doublons à partir du moment où la donne est connue. L'an dernier, c'était un peu frustrant avec les Covid, les reports, etc., où on a créé des doublons qui n'en étaient pas, donc c'était un peu chiant. Mais là, il n'y a pas de surprise pour eux. Par contre, bah, tu fais le tirage du calendrier et puis bah, tu vas te retrouver avec. Je prends l'exemple de Toulouse parce que c'est celui que je connais le mieux, mais c'est valable pour La Rochelle et on l'a vu ce week-end. Tu vas te retrouver avec Toulouse qui va prendre Brive à l'extérieur juste avant les doublons, juste avant de lâcher les internationaux, qui met sa grosse équipe pour essayer de prendre le bonus, ceux qu'ils ont fait, et Perpignan qui vont les recevoir, je crois, juste après juste après ah non, oui, c'est Perpignan qui va à Mm. Toulouse, mais juste après le 3 décembre, juste après la truc. Et là, au milieu, ben, Bayonne. Alors, bon, Bayonne, je suis pas sûr qu'il joue encore trop le maintien, mais ben, le fait est qu'il bénéficie de ce calendrier qui, pour moi, est moyen en termes d'équité, plus pour le bas de tableau que pour le haut. Je suis d'accord avec toi et puis je pense que voilà, faut pas hésiter ceux qui nous suivent sur le chat évidemment et puis même sur YouTube derrière, mais moi je pense vraiment qu'un supporter de Bayonne, de Perpignan, honnêtement moi je le fais avec mon club qui est l'UBB. Moi je regarde quand on joue Toulouse, c'est tout bête hein, mais je regarde à quelle date on joue Toulouse parce que jouer Toulouse, parce que comme tu le dis, Toulouse assume, La Rochelle va assumer, évidemment c'est une stratégie de prendre des internationaux, etc. Donc ils le savent, ils sont dans cette attente là et donc évidemment, ils peuvent anticiper. Sauf que pour un calendrier, pour des équipes qui vont les jouer, ben moi, l'UBB, j'ai regardé. J'ai vu qu'on les jouait la première journée à domicile. Ah mince, ah, ben, Toulouse, avec leur effectif 5 étoiles, ils vont marquer le coup. Le match était serré, hein, on a perdu de peu évidemment. Mais je revois que derrière, on les joue à la fin, derrière le tournoi. Bon, ben dommage. Une des premières choses que je me suis dit, hein, c'est qu'on n'aura pas de doublon face à Toulouse, qui est pour moi le plus gros effectif du top 14. J'imagine que, comme tu l'as dit, ben Perpignan, Brive, Pau, Bayonne sont clairement des équipes qui regardent quand ils vont jouer La Rochelle, quand ils vont jouer Toulouse, notamment à domicile. On va se dire, bah ouais, bah Brive, dommage, ils ont pris 47, match qui marquait le coup. Je me souviens de l'an dernier, Toulouse, juste avant de partir en tournoi, ils jouent Castres. Ça sentait le match où ils voulaient marquer le coup, ils leur mettent 42-0 avec l'effectif parfait. Derrière c'est un peu, on s'en souvient l'an dernier, hein, de l'enchaînement des défaites de Toulouse, notamment à domicile, etc. Castres n'avait pas eu la même équité. Bon, Castres a fini premier du championnat, donc ça allait. C'est pas la même force, en tout cas négative par rapport à des équipes qui jouent le maintien. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, ça, Romain. En termes d'équité, c'est toujours compliqué. Après, bon, je sais pas trop comment dénouer le truc et c'est un peu inextricable comme situation. Ouais, non, mais de toute façon, on le dénouera jamais maintenant. Et puis, euh, alors là, en plus, on a une journée qui est l'illustration parfaite de la problématique de ce que sont les doublons, voire les faux doublons. Alors même si je vais mettre une astérisque sur La Rochelle-Pau avec Pau qui va gagner à La Rochelle et je ne suis pas sûr que ce soit dû qu'aux absents. Mais c'est vrai que voilà, ça met des trucs en exergue et encore, on parle que d'un faux doublon, hein. Mm. La semaine prochaine, la prochaine journée, c'est un vrai, donc avec les internationaux
global, hein, pas que français en moins. Tu vois, j'en parlais sur Twitter, là, ça fait partie des équipes que je n'arrive pas à analyser depuis le début de saison. Il y en a trois. Bah, le Stade français Paris, ils viennent jouer à Toulouse. Toulouse, il y a 25 absents. Ouais. Et l'an Donc, dernier, ils ont gagné, hein, si je dis pas de bêtises. Déjà, Stade français en doublon. ouais, alors oui, bon là c'était encore un peu Oui. particulier parce qu'en fait ça devait être normalement Ah, l'affiche au stadium du, euh, du Boxing Day, donc avec tout le monde. Et le Stade français a eu plusieurs cas de Covid dans son effectif, ce qui fait que ça a créé un doublon puisque ça a été hmm. reporté pendant le tournoi. Et donc voilà, mais bon, en fait, peu importe le truc, mais c'est vrai que bah, là, bon, l'an dernier c'était particulier, mais là, bah, le Stade français Paris, tu vois, j'en parlais avec des supporters sur Ouais. Twitter, je leur dis putain, mais moi je sais pas comment l'analyser. Alors je sais que je me suis trompé en les voyant sans doute trop bas et un peu dans la même situation que l'an dernier. Maintenant, on arrive à la 10e journée. Ils vont peut-être venir gagner à Toulouse parce que bah, eux auront moins d'absents et bah, on les a vus à Montpellier. Ils n'ont pas été encore dégueux du tout. Et tu vas te retrouver, ils vont être deuxième après une dizaine de journées sans que je sache les, les analyser parce qu'ils ont eu quelques coups du sort, parce qu'ils ont eu un peu de peau sur le calendrier et tout. Et ben, je sais pas. Et tu arrives à la 10e journée, quoi. On n'est pas au bout de 3 journées. Ouais, en sachant que, voilà, pour le Stade français, même si en effet c'est compliqué, je suis d'accord à analyser, mais ils vont quand même gratter des points. Alors, si on oublie certaines bon, grosses branlées à domicile contre des clubs plus faibles, mais pour lesquels il faut quand même prendre les bonus, ils sont quand même allés gratter des points défensifs. Alors, l'UBB, certes, ça allait moins bien, mais ils sont allés prendre ce point. À Lyon, ils étaient pas loin. Là, ils font la même chose ce week-end. Bon, à Montpellier, qui est quand même le champion de France, même si là aussi ça va moins bien. Bon, bah, voilà, Stade français, s'il gagne à Toulouse, comme tu disais, ça commence à, voilà, à être sur les top 6. Voilà, toi ni nous à la classe sport, on ne mettait Stade français sur ce top 6-là. Mais ils vont commencer à être poil à gratter de ces équipes. Et certains, type UBB, MHR ou Racing, vont devoir gratter hein, pour les rattraper. Ouais, bon, moi, ça faisait partie aussi un peu de mes, entre guillemets, de mes coups de cœur. J'arrive pas à mettre un coup de cœur sur cette équipe du Stade français parce que, contrairement à d'autres où je sais pas trop analyser, tu vois, Hmm. en gros, dans celles que je sais pas analyser, j'ai encore Lyon. Je sais pas trop quoi en penser, mais ils m'ont montré des trucs où j'ai vraiment apprécié les voir jouer. Le Stade français, j'ai vu beaucoup de matchs. Il n'y a pas grand-chose que j'ai apprécié. Le fait est Hmm. que ça ressemble un peu à À Castres l'an Castres. dernier, Hmm. si tu veux. Ça prend les points là où ça doit les prendre. C'est pas très joli et pas beau derrière. Alors c'est méchant pour Castres hein, parce que Castres avait fait des belles choses l'an dernier derrière. Mais c'est pragmatique, tu vois. Là, le Stade français qui va chercher son bonus défensif à la fin alors qu'ils ont une pénalité à 5 mètres sous les poteaux, bah, c'est un truc qu'ils n'auraient pas fait l'an dernier. Et ça, je trouve que bah, c'est un point positif. Alors qu'ils auraient pu aller chercher la victoire, peut-être ils auraient marqué cet essai qui leur permettait de passer devant. Parce que c'était entre les poteaux, Hmm. ça aurait fini à 7 points. Mais ils ont pris la décision pragmatique de prendre les points. Moi, je suis à peu près sûr que les autres saisons, ils auraient tenté quelque chose et que sans doute ça aurait fait flop. Bah, là, tu vois, ça montre du pragmatisme. Alors, ça montre du pragmatisme des joueurs parce que Kessela, visiblement, lui, voulait prendre la mêlée ou jouer vite. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt cohérent et c'est assez rare sportivement ces dernières saisons pour le souligner quand même. Ouais, c'est certain, c'est certain. Et comme tu dis, ce pragmatisme, j'étais devant ce match-là et je me suis dit, mais prenez les 3 points, prenez les 3 points. J'avoue que je suis pas très pour le jeu à ce moment-là et je me dis, bah voilà, il faut évidemment prendre les 3 points. C'est un point pris en bonus défensif où tu reviens. Et en fait, le Stade français a l'air de se gérer en termes de joueurs, dans le turnover aussi, de gérer quand même très bien tactiquement les fins de partie. Et ça, on sait que voilà, sans faire du grand rugby, clairement, sans faire du grand rugby. C'est pas le plus joli, hein. Même Actu Stade français ne dira pas le contraire, parce qu'il t'a répondu sur Twitter en disant voilà, l'analyse est compliquée, à part dire c'est moche, mais ça prend des points. Mais sans faire du grand rugby, c'est intelligent, ça sort du banc de manière très intéressante. Ils changent pas trop d'ailleurs hein, sur la rotation, c'est un peu les mêmes qui sortent du banc, qui font du bien, et du coup bah, ça fonctionne, et au final, si ça continue à fonctionner, ça peut être une belle surprise voilà, à la Castres l'an dernier, où bon, on aime bien leur tirer dessus aussi parce que leur jeu est pas flamboyant, mais au final, être dans les 6 c'est quand même quelque chose de compliqué hein, dans ce top 14.
Voilà, tout à fait. Et puis en parallèle, il y avait Clermont que j'ai. Alors même si pareil, j'ai vu des choses très bien depuis le début de saison à Clermont, que j'ai du mal aussi à analyser, mais pareil, cette même logique de venir prendre les points à la fin pour prendre un bonus défensif, malgré un contenu de match un peu curieux, vraiment dur à analyser, mais Mm. sur la dynamique, on les sentait bien. Ils pouvaient aller chercher le match nul à Ouais, Castres, qui, si je dis pas de bêtises, venait de prendre un carton jaune, eux avaient pris un rouge, donc ils exactement. auraient été à 14-14, donc ça aurait pu être intéressant sur la dynamique. Ben non, là, ils vont chercher le point de bonus défensif cartésien, donc voilà, c'est bien, ça se resserre, il y aura plus de monde que ce que je pensais pour la qualif, et, euh, et c'est plutôt positif. Ouais. Ouais, non, non, en effet, ce groupe de 5-6 équipes qu'on voyait là entre 4, hein, pour le dire, hein, franchement, entre 4 et 9, hein, on mettait, enfin, nous, honnêtement, à classement, on mettait pas le Stade français dans cette lutte-là, mais on mettait quand même Clermont, même si on les voyait derrière cette lutte, enfin, arriver dernier dans cette lutte, sans vraiment d'assurance, hein, on mettait Clermont derrière. Mais en effet, en fait, cette lutte, ben, on rajoute Montpellier, hein, donc, et puis, bon, La Rochelle, je pense quand même que La Rochelle a de la marge, même si à force de gâcher cette marge, ce sera peut-être compliqué, mais bon, je pense que La Rochelle a de la marge. Mais en effet, cette lutte, ben, ça grandit et joue peut-être entre le troisième et le dixième, donc entre 7 clubs pour 4 places. Donc il va y avoir des déçus et des clubs qu'on attendait. Et juste, je profite parce que je vois mon petit tableau et qu'il n'y a pas eu 38-31 évidemment à Castres Clermont, qui a bien eu un bonus défensif et un 26-22 à Castres Clermont. Voilà, c'est pour ça que Romain disait justement, il y a eu les 4 points de retard comme pour le Stade français. C'est d'ailleurs deux matchs voilà, tu l'as bien dit justement, je trouve, parce que j'ai eu la même impression sur les deux matchs que Clermont, pragmatiquement, malgré le carton jaune sur l'essai de pénalité à la 75e, ben, aller chercher sa pénalité, assurance. Pas de prise de risque, voilà, pas aller jouer, se voir plus beau que ce qu'on est, prendre un point à Castres, un défensif, c'est déjà très bien. Et ça permet d'être là, à 21 points. Je vais mettre le classement, mais on va voir qu'au classement, Clermont est toujours là. Ouais, et puis là, va y avoir à partir de dans 2 journées, si je dis pas de bêtises, une autre donnée qui va être importante et qui va favoriser notamment les clubs dont on vient de parler, c'est que la Champions Cup va débuter et que Mm. il y a des clubs qui historiquement la jouent et veulent bien y figurer. La Rochelle en fera partie parce que ils ont un coaching staff qui est Mm. imprégné de la culture européenne, notamment Ronan O'Gara avec le Munster. Que ce sera le cas aussi de Toulouse qui fera des impasses en championnat pour préparer la Coupe Mm. d'Europe s'ils ont des points d'avance, ce qui sera sans doute le cas, et donc du coup ça répartira certaines cartes. Et de l'autre côté, bah, t'as des clubs, on ne sait pas. Castres, ça, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Lyon, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Bordeaux, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Le Racing, c'est pareil. Donc ça va venir jouer. Ça a toujours joué. Et il y a des impasses qui vont être faites d'un côté ou de l'autre et qui viendront, euh, qui viendront perturber un peu le classement du top 14. Ouais, ouais, comme tu le dis, c'est vrai que des équipes, voilà, il y a des équipes qui ont la culture de cette Coupe d'Europe. Évidemment, La Rochelle pourra pas lâcher en tant que tenant du titre. Toulouse, évidemment, qui va chercher à reprendre ce titre aussi non plus. Après, derrière, hors La Rochelle-Toulouse, qui ont en plus des effectifs qui sont bâtis aussi pour jouer voilà, sur ces deux tableaux de manière quand même assez costaud. Derrière, ben, certaines équipes en difficulté type MHR, et pourtant le MHR est champion de France, donc logiquement, on aurait envie de dire ils doivent représenter aussi en H-Cup, mais ils n'ont pas forcément une poule non plus, je crois, trop simple. L'UBB, le Racing aussi, qui est pourtant une culture européenne, hein, qui essaye de la gagner, mais qui joue, je crois, dès la rentrée le Leinster. Voilà. Est-ce que ces clubs-là, bah, du coup, vont pas prioriser un top 6 en top 14 plutôt que d'aller voilà, chercher bah, le Racing, ce sera un bon exemple, je pense, dès la première journée contre le Leinster à domicile. Bon, bah, le Leinster à domicile, si tu fais un peu d'impasse, je pense que tu le payes cash. Donc, on verra. En tout cas, ce sera intéressant d'analyser un petit peu aussi ces journées de H-Cup. Ouais, souvent, à part des clubs genre Clermont, où le Hmm. président a clairement dit que l'objectif était le top 14 et qu'ils avaient un objectif à long terme sur la Coupe d'Europe. Généralement, ce qui se passe, c'est que sur les premières journées, tout le monde joue plutôt le jeu, la première, la deuxième.
Si ça tourne pas du bon côté, derrière, ça tourne vite la page. Ouais. Donc, effectivement, les Montpellier va au London Irish et le Racing reçoit le Leinster. En fonction de comment ça tourne, effectivement, ça peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Comme Bordeaux qui va à Gloucester aussi, des choses comme ça. C'est sûr. En sachant que c'est quand même un peu différent, enfin je sais pas ce que t'en penses Romain, je sais qu'avec la nouvelle formule c'est un peu différent qu'avant où très très vite en fait j'ai l'impression que c'était une complexité dingue d'aller dans ces quarts de finale de H-Cup, il fallait vraiment être tellement armé, pas faire aucune erreur pour arriver dans ces 8. Aujourd'hui ça te permet même avec quelques erreurs dans ton parcours bah, de te retrouver sur un huitième plutôt voilà, jouable en tout cas, même s'il peut être compliqué. Ouais, ça fait d'ailleurs partie, à mon avis, et moi j'en suis la première victime, du désintérêt qu'il y a pour la Coupe d'Europe au départ, alors que euh, moi j'avais l'impression qu'avant, bon, et ça se ressent, hein, les droits TV ont baissé, ont été divisés par deux hein, Ok. pour la Coupe d'Europe. Avant, tout le monde attendait cette Coupe d'Europe avec des poules de 4, Mm. euh, avec des poules de 4 où il y avait une compétitivité au moins toujours sur 3 équipes et Mm. tout le monde qui vraiment voulait y aller. Parce qu'en plus, quand tu sortais de là, tu savais qu'il y avait quelques favoris qui étaient déjà à la maison. Là, c'est vrai qu'il y a un certain désintérêt, la formule n'est pas claire. Moi, j'ai du mal avec cette Coupe d'Europe, je t'avoue, je m'y Ouais. suis intéressé pareil l'an dernier à partir Ouais. de l'élimination directe. Alors bon, le Covid n'a pas aidé, hein, mais Non, non, l'an dernier c'était dur. voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, non, en tout cas, je te rejoins. Sur la Coupe d'Europe, ouais, n'hésitez pas à nous dire hein, voilà, ou en commentaire ou sur le chat aussi, si vous aussi, pour vos clubs, en tout cas ceux qui sont engagés sur cette Coupe d'Europe, bah, et vous suivez avec autant d'intérêt. Moi voilà, j'adorais cette formule quand même, qui était très complexe, très dure, où il fallait gagner un match à l'extérieur. Et comme tu as dit, il y avait quatre équipes, donc de temps en temps un plus faible, mais de temps en temps il y avait aussi 4 gros clubs, mais au moins 3. Mais du coup, il fallait aller gagner à l'extérieur. Et il fallait aussi montrer bah, pour un club français d'aller gagner bah, ou dans un autre grand club français, ce qui est très dur, hein, on le sait, à l'extérieur quand on ne fait pas d'impasse. Et en Coupe d'Europe, on n'en fait pas. Je prends un exemple de l'UBB que je connais bien, mais à l'UBB, la victoire à Clermont est assez incroyable. Alors certes, elle ne suffit pas pour se qualifier. C'est là où on se dit que c'était incroyablement dur. On a gagné 31-29 à Clermont. Au final, on élimine les 2 clubs français. Alors, il y a certains qui nous en ont voulu, mais c'est ça de jouer le jeu aussi jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'était une belle formule et que là on s'y perd un peu voilà, avec ces 3, avec cette poule de 12 où il faut finir dans les 8 et après on part en huitième, en aller-retour. Voilà, après peut-être qu'il faut s'habituer, hein, c'est comme tous les changements, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis un peu. Bon, après, ça fait un peu vieux con, des fois, on verra comment ça fonctionne, mais c'est vrai que je suis un peu nostalgique du truc. Tu vois, la dernière, moi, j'ai encore souvenir, c'est peut-être pas la dernière d'ailleurs, mais c'est après le titre de 2018. Nous, à Toulouse, on a le Leinster dans la poule, Hmm. on a Bath et les Wasps. Ouais, Voilà, déjà, tu regardes ça, tu sais que même en poule, tu as 6 matchs où va falloir y aller à chaque fois, quoi. ouais. Là, Bah oui, parce que là, tu te dis, alors certes, évidemment, hein, finir 7 8e sur une H-Cup, sur une poule, bah, tu t'organises plutôt un huitième de finale compliqué. Mais ça reste un match aller-retour derrière. Ça reste des matchs, du coup, tu vas recevoir. Il y a plus ce côté où on finissait dans les 4 premiers, dans les 4 meilleurs, hein, enfin, du coup, de 5 poules. Et on reçoit, et donc on a un énorme avantage. Voilà, il y avait moins de matchs. C'était peut-être, bah, c'est comme après, voilà, je crois que j'ai le même sentiment moi pour le football hein, sur l'euro. Quand on nous a annoncé les euros à 24 ou les Coupes du Monde à je sais pas combien à 48, ben, l'euro à 16, j'aimais bien. Parce que du coup, l'euro à 16, il y a des poules, il y a les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Et c'était chouette, c'était ce qui faisait la beauté et voilà, comme tu l'as dit, une poule de Toulouse avec des gros Anglais et Celtes, ben, c'était cool aussi à suivre. et ouais. Donc voilà, Non. donc tout ça pour dire que dans 2 journées, parce que Ouais. et c'est dans un mois, hein, dans 2 journées, on va avoir droit à ça. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est sûr que ça risque de venir perturber un petit peu le truc. Que ce soit souvent, c'est la journée avant Avant. Hmm. ou la journée après, mais là, ce sera celle du 3 décembre. Ouais. Donc ça va être chaud, tu vois, Clermont-Montpellier. Ouais, Ouais, il y a Toulon Racing aussi pour le Racing. Laurent Bon, le Racing, Racing voilà. fera peut-être tourner, mais Ouais. oui, oui, Après, non, c'est non. bon.
Non, non, mais clairement, tu vois, Bayonne-Lyon, est-ce que Lyon, du coup, s'ils ont vraiment envie de jouer la H-Cup, forcément, bah, ils iront se faire tourner à Bayonne. Surtout que Bayonne a montré quand même des bons arguments pour faire un petit peu peur aussi à domicile. Donc voilà, potentiellement, Lyon peut se dire, bon, ben, on prépare. Enfin voilà. En tout cas, on pourra en reparler à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, on a une période de doublon qui crée évidemment sur laquelle on peut tirer des enseignements. Et derrière, on a une période aussi de H-Cup qui va impacter forcément aussi comme tu disais. Après, ouais, c'est ça aussi dans l'équilibre un petit peu du jeu, du hasard du calendrier, c'est que, bon, bah, après peut-être que certains sont totalement perdants sur ce jeu-là, mais globalement ça peut s'équilibrer aussi entre ceux qui jouent des gros pendant les doublons, ceux qui vont jouer des gros entre certaines journées de H-Cup avant, après, etc. Voilà, logiquement ça peut permettre aussi un équilibre, même si c'est pas toujours le cas vu que c'est quand même du hasard. C'est ça. Donc là, on rentre dans une période, dans la période la plus incertaine, Mm. puisque on a parlé de la H-Cup qui débute, mais à partir de, donc là, on a deux doublons, Mm. mais on va enchaîner tous les week-ends entre la H-Cup et le championnat, deux Boxing Day qui vont enchaîner ensuite sur le tournoi Destination, donc jusqu'à fin mars à peu près, hein, donc sur les 4 prochains mois, 4 5 prochains mois, on va être dans une incertitude complète où ça va être un jeu d'échecs tous les week-ends. Alors que là, ce que l'on avait à analyser était plutôt, entre guillemets, assez linéaire, Mm. où on pouvait juger vraiment des dynamiques des équipes. Là, on va être un peu, ça va rentrer dans du poker menteur en fonction des équipes et de choisir aussi ses matchs, puisque la fatigue arrivant, les blessures vont arriver un peu plus qu'au début De saison, ouais. de saison. Mm. Donc voilà, là, ça va être compliqué, C'est ça, mais c'est là que ça va se ouais. jouer. Il y a un petit tunnel jusqu'à la journée 22, donc c'est quand même assez énorme. 12 journées voilà, comme tu as bien résumé, entre les H-Cup, les matchs internationaux là, le tournoi derrière. 12 journées où voilà, va falloir choisir. On en parlait la semaine dernière, hein, l'importance des dynamiques. C'est là aussi entre voilà, certains clubs, notamment pour le maintien, hein, on en parlait nous d'ailleurs particulièrement. Pour Brive, on avait parlé pour Biarritz l'an dernier. Bah, du coup, bah, est-ce que je fais l'impasse quand je vais jouer à Brive alors que c'est plutôt le match que je peux aller gagner? Est-ce que voilà, certaines impasses, on l'a vu. Moi, je pensais que Montpellier jouerait le match à fond contre Castres et on voit que non, non, Castres, on respecte et on n'envoie pas forcément les plus belles équipes parce qu'on se dit qu'on va perdre. Voilà, en tout cas, on verra. Ce sera intéressant de voir à chaque fois le vendredi soir les journées que nous concocteront les staffs pour aller gagner ou pas ou aller chercher des coups. Tout à Bon, fait. on va un petit peu revenir sur cette journée, sur nos classiques top et flop, en commençant par les tops de la journée. Je sais pas si toi, Romain, voilà, tu voulais souligner une performance individuelle, collective de cette journée. Bah, moi, forcément, celle qui m'a le... Alors, il y en a pas mal quand même, hein, mais des tops. Mais celle qui m'a le plus marqué reste la performance de la section paloise. Ouais. Euh, alors, forcément, parce que c'est retentissant d'aller gagner en mettant 40 points à La Rochelle. Donc, un La Rochelle un peu affaibli, mais il faut voir l'équipe qu'il y avait sur le papier. Franchement, c'est favori à domicile comme contre pas mal d'équipes de top 14. Mais la section, parce que déjà, je les avais mis la semaine dernière, j'avais fait un Mm. édito sur les défaites encourageantes et je les avais mis dedans parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient proposé à Lyon, d'aller prendre le bonus défensif et de montrer du jeu pendant une bonne partie de Mm. l'après-midi. J'avais aimé ce qu'ils avaient proposé contre Toulouse, même si Toulouse avait fait un petit peu tourner, mais enfin bon, ils avaient moins fait tourner que quand ils avaient fait tourner contre Montpellier, hein, par exemple. Donc, et à côté de ça, des trous d'air complets. Mais moi, c'était un peu mon équipe chouchou de début de saison, donc hyper content de ce que j'ai vu. Pareil, à la fois du pragmatisme et un peu de folie de ce que peut amener, de ce que peuvent amener les jeunes et Piccheroni. Donc voilà, très, très content. Donc très content qu'ils se relèvent. En gros, la victoire à La Rochelle annule la défaite Mm. qu'ils ont eue contre, contre Paris. Hein. Bah, Ouais. tu mets le classement britannique, donc voilà, ils sont plus qu'à -4, là où ils devaient être À moins à 8. -8 Ouais. juste avant.
Donc voilà, très, très content pour eux. À côté de ça, je reparlerai de La Rochelle un petit peu Mm, après, mais voilà, très content. Et puis ils continuent de promouvoir, parce que je vais pas dire révéler des jeunes, mais mm. avec Gaëtan Ok. qui commence à exploser, même s'il était attendu. Je sais pas si on l'attendait aussi fort, aussi vite. Il y a Maddox qui revient, très content de le voir jouer parce que c'est un très beau joueur. Donc voilà, c'est un effectif qui est plaisant, et donc je suis content qu'il commence à gagner des matchs et qu'il remette un peu de confiance pour pouvoir jouer un peu plus libéré. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que nous, on avait été, voilà, à la classe sport, on avait mis Bayonne un petit peu au-dessus, mais vraiment sans grandes assurances, sans grande assurance. C'était un peu, voilà, je pense que c'était entre les deux, vu qu'on avait un classement en haut qui était assez déterminé sur les 10 premiers, et puis après, on avait le 11-12, en fait, qui se jouait à 2 chez nous, et puis le 13-14 qui se jouait à 2. Et sur le 11-12, on avait mis un petit peu Bayonne devant. Et j'avoue que Pau, j'avais été assez inquiet sur les deux défaites. Et comme tu l'as dit, ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Et puis là, honnêtement, voilà, c'est assez, c'est une grosse victoire. C'est une victoire dont je pense les supporters se rappelleront. C'est une victoire quand même charnière aussi dans une saison, parce qu'il y a peu d'équipes qui jouent le maintien, voire d'autres équipes d'ailleurs qui même jouent le top 6, qui ont gagné à De Flandre, comme certaines peuvent aller gagner à Ernest Vallon, c'est quand même très compliqué. Voilà, rien à dire sur Pau, il se relève aussi, ce qui était compliqué, on le disait, dans la tête. Franchement, se relever de ce qu'avait fait le Stade français, ce que leur avait fait le Stade français, quand même, le choc ultime à domicile. Bon, ben voilà, rien à dire. Encore voilà, un grand Jordan Joseph aussi, notamment, on a tous apprécié ce qu'il fait sur l'interception, c'est quand même assez classe. Et puis Zach Henry aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais bon, bah, c'est pas facile de reprendre la relève. On savait que Zach Henry avait quand même un gros potentiel, un bon joueur. L'an dernier, moi j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Peut-être que Astoy aussi, d'avoir Astoy devant. On se souvient, pour Lyon, c'était pareil, Sopoaga, avoir Berdo devant alors qu'on arrive normalement titulaire. Et en fait, Zach Henry reprend le truc en ce moment, et ça fait plaisir aussi pour lui et puis pour Pau. Bon, après, Zach Henry, enfin, moi, ce que j'avais dit dans les previews, je continue de le penser, hein, c'est pas un mec que tu prendras si tu as envie de jouer autre chose que le maintien, mais par contre, Ouais. il t'assure un niveau plancher quand tu joues le maintien qui est important. C'est un mec qui est près du texte, qui joue bien, qui a un bon buteur quand il est en confiance, Mm. et qui fera pas de conneries. Il fera pas de Non. conneries, et c'est précieux d'avoir un mec comme ça. Ils ont assez de folie ailleurs pour ne pas en avoir besoin à la charnière. Ouais, ouais, je suis d'accord, et notamment quand on voit la gestion qu'ils ont du match. Franchement, à chaque fois, à chaque essai marqué par Pau, moi je pensais, bah, voilà, ils vont prendre un peu la foudre, parce qu'on se dit, bah, en face, voilà, en face il y a des gros joueurs, hein, même si c'était une équipe diminuée, hein, évidemment, pas d'Aldrit, etc. Mais il restait du Skelton, il restait des Haddad qui revenaient, Carbarlo, Astoy aussi, qui avait fait des bonnes rentrées et qui l'a rejoué titulaire, et puis une ligne d'arrière puissante. Et puis au final, voilà, la gestion, je trouve, de la charnière, notamment de Zach Henry, voilà, sans faire de folie, comme tu as dit, mais était impressionnante parce que ça a permis de gérer. Bon, peut-être qu'on parlera aussi du flop en face tout à l'heure, mais voilà, c'était à souligner encore, je pense, par rapport à Pau chez moi. Si tu veux, on peut enchaîner peut-être sur un top que moi, en tout Et cas. ouais, sur ton top à toi, ouais. Pardon? Ouais, sur mon top à moi, c'est ça. J'ai pas l'habitude. Normalement, il y a Clément qui enchaîne les tops et son flop, souvent briviste d'ailleurs. Non, non, ouais, sur mon top à moi, je voulais souligner la qualité, moi, de l'UBB. Voilà, alors, certes, c'est comme toi, voilà, pas parler de Toulouse, mais de temps en temps, il faut être objectif. Je les avais mis aussi en flop dans les premières journées parce que j'étais vraiment inquiet. D'ailleurs, on les avait mis septième, hein, sur le prono qu'on avait pu faire avec la classe sport au départ. Donc, c'est-à-dire l'inquiétude aussi d'un effectif qui s'était un petit peu dépeuplé. Mais honnêtement, là, depuis Lyon, Lyon, il y avait eu du mieux, évidemment, en première mi-temps. Et puis, bon, ce côté de s'écrouler en seconde m'avait encore inquiété par rapport est-ce que les joueurs ont lâché vraiment Urios par rapport à la fin d'année dernière. Est-ce que le groupe va pouvoir tenir aussi par rapport à un effectif dont les blessés s'accumulaient.
Là, en plus, l'annonce avec 6 ou 7 joueurs de l'UBB appelés, alors certes certains libérés, mais une charnière évidemment qui allait être renouvelée. Voilà, c'était un peu l'inquiétude. On l'avait dit la semaine dernière, hein, avec toi, Romain notamment. Ben, vraiment, est-ce que l'UBB contre Toulon, ben, moi j'étais assez craintif, je dois tout avouer. J'ai même joué contre l'UBB à la grande mêlée avec un Toulonnais dans mon équipe. Et ben, du coup, ça m'a valu des points perdus face aux potes de la classe sport. Mais franchement, l'UBB m'a fait plaisir. Il y avait des points de retard. Ça a été un match compliqué, mais il n'y a pas eu de. Voilà, il y a eu de la sérénité aussi à la fin. Un banc qui a fait vraiment plaisir, alors que pourtant sur un effectif diminué, bah, j'avais pas une grande confiance au banc. La rentrée de Gimbert, Douglas, Tamifuna aussi en finisher qu'on préférait. D'ailleurs, on l'avait dit avec Clément, on préférait Tamifuna en finisher. Bon, il rentre tôt, mais au final, ça apporte de l'impact. Ça a gagné des mètres. Alors, ça a été dur en mêlée, c'était dur en touche, etc. Voilà, il y a plein de secteurs encore sûrement à améliorer à l'UBB. Mais cette victoire-là, qu'on n'a pas prise contre Toulouse, notamment à cause de coups de pied ratés, mais celle-là, ben, on a été l'arracher, voilà, avec un bon Zach Holmes aussi, bah, la Zach Henry fait pas peut-être des merveilles, mais c'est bien géré aussi une charnière. Un Lesgourg qui a bien géré aussi, qui envoie un peu plus de jeu qu'un Lucu, même si de temps en temps tu vois que Lucu manque évidemment. Mais voilà, en tout cas, je voulais souligner l'UBB. Cette victoire, elle était indispensable. Franchement, j'étais devant le match, je me disais, mais si on la prend pas celle-là, bah, c'est fini. Enfin, je me disais quasiment, c'est fini. En fait, voilà, faut pas se leurrer. Derrière, on va être trop en retard, on va trop cravacher. Et quand tu pars de trop loin, c'est compliqué, même si tu peux faire un Toulon et revenir. Mais au final, ça n'avait pas fonctionné, même pour eux. Voilà, donc cette victoire-là, franchement, elle fait du bien. On a tenu face à un gros Toulon, un gros public présent, ça faisait plaisir à voir. Derrière, il va y avoir des matchs compliqués, mais bon, on va à Pau. Après, on va recevoir Brive aussi, je crois, avant la H-Cup. Bon, voilà, des matchs qui sont abordables pour l'UBB et prendre suite Toulon était vraiment important. Le match nul, là, l'enchaînement match nul, victoire, là, les 6 points Toulon-Clermont face à deux adversaires directs sur un top 6. Bon, bah voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bah, les gars, peut-être bah, des gars qui sont moins attendus, bah, ils ont pas lâché et ils ont voilà, le staff non plus et ça fait du bien. Ouais, globalement, moi je suis assez d'accord avec ça. Mm. J'étais inquiet, je l'avais dit la semaine dernière, et comme toi, je pensais qu'ils allaient perdre. Et même en étant devant le match, j'étais vraiment pas serein pour eux. Jusqu'au bout, j'ai pensé que Toulon allait gagner. Ouais, j'étais Mm. un peu inquiet parce que j'étais plus qu'auto content. Alors moi, contrairement à vous, je les avais mis dans les 6 et je crois que je les avais même mis cinquième. Et, euh, j'étais un peu inquiet parce que je trouvais qu'ils avaient une bonne dynamique, que ce soit contre le Racing ou le match nul à Clermont. Ouais, c'est ça, je les avais mis cinquième. Et j'avais un peu peur que la dépendance, notamment à Jalibert, qui était redevenu celui Mm. qu'on avait connu il y a un an avec son début de saison de Tony Truant, soit compliqué face à un Toulon moins diminué qu'eux par ce faux doublon avec peu d'internationaux absents, enfin des internationaux français absents. Donc j'avais peur, et puis le début de match, il me rassure pas du tout, hein, côté bordelais. Enfin, c'est surtout qu'il est très rassurant côté toulonnais, Ouais. parce qu'ils envoient du jeu, c'était intéressant. Et puis effectivement, ils ne se sont pas désunis, donc c'était intéressant, et c'est bien de basculer positivement parce que effectivement, vous allez à Pau où ça risque d'être compliqué, puisque là, vrai doublon. Euh, et après, non, vous allez à Perpignan Ah oui, après la trêve. ouais, c'est Donc, ça. il faut en prendre un des deux, quoi. Ouais, ce serait bien de ne pas se limiter à deux bonus. Et ensuite, on reçoit sur le match dont tu parlais avant H-Cup, on reçoit Brive. Donc, Voilà. c'est vrai que faire bah voilà, un bon bilan comptable serait peut-être de prendre 9 points. Voilà, si on est ambitieux, de prendre un bonus à l'extérieur, une victoire voilà, et peut-être même 10 hein, 9 ou 10 points contre Brive. Mais voilà, c'est 3 journées faciles. Certes, elles tombent en doublon, mais si, on pourra faire un petit bilan aussi pour l'UBB à ce moment-là et on y verra un petit peu plus clair sur le classement s'ils ont réussi aussi à rattraper cette victoire en retard parce que cette victoire à l'extérieur qui manque par rapport à la victoire à Toulouse là sur notre classement britannique bah, elle ferait du bien, elle ferait du bien et avec le match nul à Clermont on rebasculerait dans le positif sur un classement comme ça. Tout à fait. Je pense honnêtement que ce sera le cas. Je parierai pas sur eux
euh, samedi ou Ouais, dimanche plutôt à plutôt. Perpignan. Ouais, parce que, alors, Mm. je n'ai pas tout suivi des absents, mais eux, ils vont être un petit peu embêtés Oui, par les doublons des matchs internationaux, puisqu'il y a quelques mecs qui vont partir. Je sais pas la compo, mais Maury qui fait du bien, à mon avis, il sera pas là. Euh, c'est que j'ai bah, notamment, tu l'as dit, Tameifuna, il y a des chances qu'il soit pas là. J'ai pas regardé les groupes ouais. des étrangers, mais Cordero, c'est possible qu'il soit pas là. Donc ça va faire du monde en moins. Donc peut-être pas là, mais par contre après à Perpignan, à mon avis, on a vu que Urios, il en avait un peu rien à foutre de l'état de forme parfois des mecs et que quand il fallait Ouais. gagner un match, il envoyait l'armada et qu'il verrait après quand est-ce qu'il les ferait reposer. À mon avis, à Perpignan, ça va y aller pour gagner. Je suis d'accord. Et puis en plus, j'y pense là comme ça, tu vois. Mais l'an dernier, c'est une petite revanche quand même à Perpignan. L'an dernier, on perd. Petite? Ouais, Ouais. on est d'accord, on est d'accord. Voilà, Ouais. j'y pense là, tu vois, en parlant, je me dis Perpignan, Orios, quand on va à la Grosse Armada. Mais ouais, non, mais je pense que c'est pas oublié dans les têtes et qu'il va falloir aller chercher quelque chose aussi à Perpignan. Tout à fait. Donc voilà. Bon, on peut peut-être enchaîner sur. Je sais pas si tu voulais peut-être donner un autre top avant qu'on passe sur nos flops. On a parlé un petit peu voilà, du Stade français qui allait gratter son bonus. Clermont aussi, voilà, qui était dans les tops malgré des défaites intéressantes aussi. Ouais, non, plutôt un petit clin d'œil à Perpignan quand même que je Ouais. voyais assez mal en début de saison et qui se relève. Alors pareil, des petits coups du sort, mais là il faut gagner face à Lyon qui a jamais été, à part un match, qui a jamais lâché aucun match depuis le début de saison. Lyon qui était plutôt en forme et qui pose des problèmes à tout le monde, bah ça gagne. Je ne veux pas dire que ça gagne tranquillement, mais ça prend les points qu'ils doivent prendre. Mm. Ça profite des absences et là où, parce que, alors je sais pas si ça sera toujours le cas, c'est trop tôt pour le dire, mais là où, euh, là où on avait prédit une lutte à deux hein, Oui, pour les deux dernières places, enfin moi, toujours entre Brive et pareil Perpignan, je chez voyais nous quand même les autres un petit peu, voilà, je voyais quand même les autres un petit peu au-dessus. aussi. Ben, là où Brive n'arrive pas à profiter face au Racing, ben, eux, les points, ils les prennent contre Lyon. Donc ça te met une dynamique qui est plutôt bonne. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce qu'ils feront plus tard, mais de ne pas rester dans une spirale négative, c'est toujours positif, en plus de prendre des points là. Donc Ouais. il y a un petit truc pour Perpignan, même si bah, des fois il y a des coups du sort. Hein. On ne parlera pas d'arbitrage, mais quand même. Ouais. Ah oui, oui, Écoute, oui, tant mieux pardon. pour eux. Écoute, tant mieux pour eux, Ouais, c'est ouais, pas leur attends. faute s'ils prennent pas un rouge, comme c'est pas la faute de Bayonne s'ils prennent le Stade Toulousain avec 15 absents, bah, tant mieux pour eux, ils ont pris les points Ouais. quand on leur a permis de les prendre, ça comptera à la fin. C'est clair, c'est clair. Et puis écoute, hein, c'est vrai qu'on sait, hein, enfin voilà, moi, voilà, les petits clubs, c'est toujours, mais je pense que ça c'est dans le sport en général, c'est toujours plus compliqué parce que tu joues des starts et c'est toujours plus compliqué de temps en temps aussi sur l'arbitrage. Et puis bon, après, ils jouent le truc aussi, notamment Perpignan, on l'a assez dit, peut-être à trop jouer le truc sur l'arbitrage. Bon, ben là, ben, ils s'en souviendront peut-être aussi la prochaine fois avant voilà, de râler, même si c'est de bonne guerre, mais en tout cas là, ils s'en sortent bien. Et puis, pour compléter ce que tu disais sur Perpignan, moi, j'étais devant le match, ben, notamment après ce carton jaune, qui devient jaune et non pas rouge à ce moment-là. Mais ils vont marquer l'essai. Et alors, on peut souligner les faiblesses défensives de Lyon, ce qu'on a fait la semaine dernière. Mais il n'empêche qu'à domicile, à 14, contre quand même une belle équipe de Lyon, même il y avait aussi des absents côté lyonnais, bah, du coup, ils sont allés marquer. Ils sont allés marquer, ça fait mal et ça leur a permis de garder cette avance tout le long. Et quand tu vas marquer à 14, là, l'essai, en plus, c'est assez baisse, hein, comme par hasard, c'est vraiment c'est assez baisse qui va marquer cet essai. Le public est en furie. Et ben, ça donne un supplément d'énergie. Et donc bien joué. Lyon, pardon, mais on prend même pas le bonus. Donc rien à dire. Et moi, peut-être pour terminer sur les tops, je sais, alors peut-être que tu n'en parles pas parce que c'est Toulouse. Mais j'ai envie de dire, Toulouse, encore une fois, a réussi à aller prendre un bonus. Alors certes, voilà, compliqué. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient prendre le bonus. Je pensais qu'on était. D'ailleurs, sur Twitter, tout le monde commençait à mettre c'est une parodie, ce match, etc. Bayern va mettre 4 essais, voilà, parce qu'il y a ces zéros très, très rapidement. Et puis Toulouse qui vraiment n'était pas dans le match. Donc je disais, c'est un peu une parodie.
Et puis en fait, voilà, son coup fait rire. Toulouse, bah, c'est Toulouse, hein, c'est un grand club qui lâche rien. Cette année, ils sont de nouveau présents aux avant-postes. Ils ont envie de rien lâcher. Et honnêtement, voilà, je voulais souligner quand même le fait que bah, ils sortent du monde. Voilà, les petits Ntamak, etc. Delib, voilà, j'étais pas le plus grand fan l'an dernier. Puis cette année, bon, il me fait fermer clairement la bouche parce que il a pris un niveau assez incroyable. Et je trouve déjà, niveau musculaire, je trouve qu'il a forci et puis que même sur le jeu, c'est vraiment autre chose. Voilà. Je voulais souligner aussi le bonus de Toulouse qui leur servira peut-être hein, aussi à assurer un autre, voilà, d'autres impasses au moment de la H-Cup dont on parlait ou d'autres doublons. C'était le but aussi pour Toulouse. Mais de se dire qu'on a un effectif international, des internationaux et en même temps avec des gamins qui arrivent à prendre des bonus, qui arrivent à gagner à Perpignan, même si c'était moins compliqué parce qu'il y a quand même encore du monde à Montpellier. Mais voilà, en tout cas, je voulais souligner aussi ce point de bonus. Faudra faire attention. Alors là, je suis d'accord avec ce que tu dis, même si c'est vrai qu'on peut regretter, il manque pas grand-chose pour faire un hold-up, hein. Ils Hmm. perdent 7 touches, je crois, de Ouais, mémoire. Il y a 6 gamins, je crois, qui découvrent le top 14 c'est ça. sur cette journée-là. Ouais. C'est énorme, donc bah, c'est très positif que les gosses découvrent pas le haut niveau en prenant une branlée, donc ça c'est très bien. Faut faire attention à l'enflammade, hein, parce que j'ai vu beaucoup de supporters toulousains qui s'enflammaient sur des jeunes qui ont fait une très bonne rentrée, que ce Ouais. soit Paul Coste, que ce soit d'autres. Faire attention, hein, on va attendre un petit peu, voir ce qu'ils peuvent faire. Mais oui, oui, c'est Hmm. positif. Le seul qui commence à vraiment, enfin les deux qui sont vraiment intéressants et qu'on commence à voir régulièrement, c'est Théo Ntamak Ouais. qui vraiment est dans un style très particulier, Ouais, clairement. vraiment surprenant. Et Joshua Brennan qui enchaîne les bonnes performances. Ouais. Donc ça, c'est positif. Il n'y a pas besoin d'en sortir 15, hein. Si tu en as 2-3 par génération, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah parfait, on a fait le petit tour, on va passer au flop rapidement. Et notamment, peut-être, je vais te laisser revenir. Bah, tu avais ton top à la section paloise. J'imagine que le flop voilà, visera un petit peu le même genre, le même match. Oui, parce que bah, au-delà du résultat, Mm. c'est comme ça depuis le début. Je n'ai pas trop pointé dans les flops des résultats. Par contre, je suis plutôt embêté par la manière. Et La Rochelle m'embête depuis le début de saison. Un peu comme l'UBB, j'avais vu des deux, trois Mm. trucs plutôt positifs sur les dernières journées, que ce soit contre Toulon, mais contre Toulon, c'était vraiment brutal, quoi. Toulon s'était complètement planté sur le plan de jeu. Ils avaient Ouais. voulu prendre La Rochelle dans le combat. Tu prends pas La Rochelle dans le combat au complet, ça n'existe pas. Ils ont Ouais. construit un titre européen comme ça, ça marche pas. Et contre Toulouse, où bah, le carton rouge fausse entre guillemets un petit peu le match et son analyse, mais j'avais trouvé le début du match vraiment intéressant dans leur approche du truc. Astoy qui revient, et je dis ouais, Ouais. putain, franchement, il y a une équipe, il y a une dizaine d'internationaux hein, dans le 15 de départ. Hein. Il y a pas, c'est pas comme on disait à Toulouse, là, il n'y a pas 6 joueurs qui découvrent le top Mm. 14. Donc, et donc, et pour moi, c'est un peu, peut-être un peu fort, et peut-être à charge, mais je trouve qu'ils sont suffisants, voire arrogants, les Rochelais, dans leur Ouais. approche du match. J'ai vu, alors pareil, j'avais le multiplex d'un côté, j'avais mis ce match de l'autre. Moi, c'est pas normal, tu reçois Pau ou qui que ce soit, bah, tu as des pénalités d'entrée à 40 mètres, bah, tu prends les points, surtout quand tu as recruté un buteur pour mettre ces points-là. Tu as les équipes adverses qui a une touche à 5 mètres, bah, tu fais pas un double bloc de saut pour Mm. prendre un essai sur molle porté derrière. Ça, c'est de l'arrogance. Ouais. C'est de l'arrogance ou de l'absence de stratégie, mais les deux font que j'avais fait des, on en a parlé plusieurs fois déjà, où moi j'ai vraiment des doutes sur ce que met en place le staff comparativement à ce que je vois dans l'effectif. Je vois des trucs qui sont vraiment pas normaux. Ça va pas prendre les points quand tu es en période de doublon. Tu sais que tu as un effectif qui est compliqué. T'as pas eu un début de saison impérial par rapport à ce que l'on attendait de La Rochelle et ce que l'on a vu l'an dernier. Ça, moi, c'est un truc qui m'a choqué. Je suis rien, hein. Nous, on est dans un petit staff de Fédéral 3. Moi, j'ai des gars qui me font, sur une touche à 5 adverse, ils me font un double bloc de saut. Mais ça n'existe pas, hein. Mm. Ça n'existe pas. Ils Ouais. bouffent du molle à l'entraînement pendant tout un mercredi pluvieux d'hiver, quoi. Ouais. Ouais.
que je pige pas, surtout avec la puissance rochelaise. En plus, t'as pas besoin de sauter. Tu sais que tu vas concasser les types. Donc je sais pas trop ce qui se passe. J'aime pas trop ce que je vois. Ouais. Plus c'est un club, il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a des clubs qui sont clivants, mais La Rochelle, c'est un peu la darling de tout le monde depuis qu'ils sont en top 14, hein. Ça a Sauf à bien Bordeaux. joué. Sauf à Bordeaux. Ouais, 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 et Non, encore, c'est non. une rivalité qui est plutôt Oui, saine. Il y oui, a pas oui, de. non. Voilà, Mais oui, oui, on est il y a, d'accord. il y a toujours de l'ambiance. On parle, ça a beaucoup joué au rugby et beaucoup Hmm, bien joué au rugby. Il y a des belles histoires. Tout le monde a été content de leur victoire en H-Cup l'an dernier. Mais là, clairement. j'aime pas l'attitude d'Ogara. J'aime pas ce que je vois sur le terrain. Ça me fait un petit peu peur parce que il y a vraiment des joueurs top. Il y a vraiment Ouais. de quoi faire des super trucs à La Rochelle. Et j'aime pas trop la spirale dans laquelle il rentre là. Non, je pense, voilà, moi honnêtement, je pense que cette défaite-là, parce qu'on en a pas mal parlé ensemble, et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Enfin, bon, je vais pas nous jeter des fleurs, mais c'est comme si on le sentait un peu venir aussi, parce qu'on l'avait dit, voilà, ils se trompaient, ils faisaient par rapport à leur force. D'ailleurs, on l'a dit aussi peut-être de Montpellier, hein, mais après, on n'est que des observateurs, évidemment. C'est toujours compliqué, mais bon, on sentait un peu venir, voilà, cette petite cagade qui allait potentiellement arriver. Alors peut-être pas, hein, on n'aurait pas parié, on n'aurait pas mis notre main à couper qui perdrait contre Pau à domicile. Mais voilà, on le sentait venir. Moi, j'ai l'impression que quand même cette défaite-là, qui est la défaite de trop hein, pour les supporters, pour le groupe, pour la presse, comme tu disais, c'était peut-être sur un mode, oh, on est champion d'Europe, on est beau, on est avec Toulouse, on a fait un recrutement XXL, voilà, les Soytony, les TI Thomas, etc. Bah, du coup, on les attend maintenant, les autres, et puis on est comme Toulouse. Et qu'en fait, non, Toulouse est vraiment au-dessus, et que cette défaite-là va les faire rentrer dans peut-être dans un mode aussi comment dire, j'ai pas le mot en français, mais d'état d'esprit, vraiment, ils vont re-rentrer dans l'art, ils vont rejouer sur leur force, ils vont moins se voir très très beau peut-être. Et moi, je suis pas très inquiet. Je pense que cette défaite peut leur faire du bien. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que cette défaite-là peut leur faire du bien sur la reconquête un petit peu de leur jeu. Moi, je suis pas Hmm. globalement inquiet dans le sens où je les vois pas s'écrouler du tout. Oui. Je suis plus inquiet sur, bah, tu vois, on a toujours parlé de dynamique et c'est un peu, en fait, c'est un peu, j'ai l'impression de voir un peu Toulouse l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a des grosses certitudes, mais qui se traduisent pas sur le terrain. Tu vois, on a un peu oublié le début de saison dernière où moi le premier, Toulouse, j'ai attendu le mois Hmm. d'avril pour qu'ils fassent un match référence et C'est pourtant clair. ils étaient très bien classés en top 14 quoi. Ils sont toujours 2-3, 1, 2, 3 sur le début de saison. Hmm. Et puis, mais en fait, la dynamique s'enclenche pas et t'arrives en mars. Alors oui, il y a des doublons, oui, il y a eu les Covid, machin, etc. Ok. Le fait est que t'arrives, il a fallu attendre les quarts de finale de H-Cup pour avoir un match référence. Ouais. Et là, pour La Rochelle, je suis pas inquiet pour la qualif, je suis pas inquiet sur le Non. fait qu'ils iront en barrage voire en demi de top 14. Je suis inquiet dans le sens où bah, là, en fait, pour moi, ils ont perdu 10 journées de construction parce que tu arrives à la J10 et il n'y a pas de certitude. Donc je suis plus inquiet par rapport à ça. Maintenant, non, je suis pas Ouais. inquiet sur le fait qu'ils se qualifient et qu'au pire, ils feront barrage à domicile, hein. Ouais, et comme tu dis, enfin, comme on disait d'ailleurs, quand on part de trop loin, c'est toujours compliqué, hein. C'est un marathon, ce top 14, et ça joue rarement sur un coup de dé en barrage et en demi-finale. C'est mieux de pas arriver de loin, c'est mieux d'arriver avec des certitudes. La preuve l'an dernier, je pense que personne ne se disait que Castres et Montpellier voilà, iraient battre hein, La Rochelle ou Toulouse, même s'ils sont joués, et au final ça a été le cas, bah, parce que peut-être que Toulouse partait de trop loin, avait manqué ses journées, ses certitudes. Et, ce qui est pas cool, parce qu'on n'en a pas reparlé dans les flops parce qu'il n'y a Hmm. pas Clément, mais c'est que Ils jouent La Brive. Rochelle, bien énervé, la semaine Ouais. prochaine, enfin ce week-end, même s'il va leur manquer du monde, bah, ils vont à Brive. Ouais, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand, à la fin du multi, là, j'ai regardé le classement et j'ai vu qu'ils allaient à Brive. Et je me suis dit, ah, bah, c'est dur pour Brive parce ils vont récupérer des Rochelais bien énervés et qui, je pense, vraiment vont prendre une semaine d'entraînement, notamment ceux qui sont pas, forcément ceux qui sont pas dans les doublons, mais une belle semaine d'entraînement. Et bon, il y en a certains qui vont vouloir briller et peut-être que d'ailleurs, ça va peut-être envoyer un peu de jeu avec des lignes arrière qui sont quand même présentes. Et avec des revanchards type Julien et Thomas, voilà, qui seront bien présents à Brive.
Alors, moi, je suis d'accord avec toi, hein, Mookie, ils seront motivés, Brive, hein, mais j'ai vu j'ai vu beaucoup de phases de jeu. J'ai pas vu tout le match, pareil sur le multi. Je reste avec le multi et je zappe un peu Hmm. sur les matchs. Mais franchement, le score, il est incroyablement flatteur. Et ouais, il y a un peu d'orgueil, à la fin qui permet à Brive de revenir. Mais là, La Rochelle, il va leur manquer du monde, hein. Ouais. Mais ils sont capables de mettre un pack de mangeurs d'enfants et de dire bah, si on gagne 6-0, on gagne 6-0, hein. Et si Teddy Thomas il touche pas un ballon, il touchera pas un ballon, c'est pas Oui, très grave ça. c'est sûr. Donc, et Brive, ils auront du mal à répondre en conquête. Et Ouais. la défense de La Rochelle va se Ça va être- resserrer. Je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de jeux la semaine prochaine à Brive. Mais par contre, le combat va pas être rigolo. J'aimerais pas y être. Non, 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 je suis d'accord avec toi. Bon, bah, très bien. Bon, on a fait le petit tour. Peut-être pour terminer l'émission, parler un petit peu de bon, bah, comme on l'a fait ces derniers jours, parce que c'est l'actualité de l'équipe de France. Le nouveau groupe est sorti. Voilà, il y a eu quelques joueurs qui ont pas été rappelés par rapport au premier groupe, notamment bah, à Bordeaux. Ils seront contents parce qu'il y a eu quelques joueurs bordelais qui n'ont pas été rappelés. Voilà, de ton côté, je sais pas si voilà, il y avait des choses qui t'ont interpellé. Peut-être que bah, je vais te relancer sur un truc qui m'a pas mal plu que tu as mis sur Twitter, qui était ton 15 attendu voilà, n'hésitez pas les amis d'aller voir notre ami Jeannot Mulot sur Twitter, qui avait mis son 15 attendu sur le prochain match contre l'Australie. Évidemment, les joueurs sont bien présents dans le groupe. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose peut-être à dire sur cette équipe de France que tu attends là contre l'Australie. Là, du coup, la seule chose que je l'ai plus en tête, mais la seule chose que je verrai changer par rapport à ce que j'avais Mm. dit, Ouais, c'est que je serais pas complètement surpris que Cyril Bay débute le match. oui, Euh, Malgré le fait qu'il ait joué une quarantaine de minutes, je pense. c'est ça, oui, Sous... 45 peut-être max, mais. Ouais. Ah non, non, il est Ah rentré oui, il après est la mi-temps, rentré, donc donc non, oui, 35 plutôt, ouais. ouais, Euh, donc je 35. change rien à ce que j'avais dit, à part lui, Priso, Marchand, Antonio, ça bougera pas, Woki Mm. Williams, ça bougera pas pour moi, Olivon, Aldridge, Gelon, Dupont, Ntamak, Moefana, Fikou, Danti, Penaud, Ramos. À mon avis, ce sera ça. Mm. Je change pas de ce que j'ai écrit il y a une semaine. Voilà, ouais, bah, je suis un peu surpris, mais pas trop à la fois, dans le sens où il a peut-être que 40 minutes dans les jambes, Baye, mais je pense qu'il préfère prendre 40 minutes de Baye titulaire que 30 de Castells remplaçant. Mm. Donc, donc je ne serais pas surpris. Mais du coup, moi, j'ai la liste et je comptais les 14 potentiels qu'ils pouvaient libérer et savoir si on pouvait récupérer un ou deux mecs ce week-end, histoire de ne pas prendre une branlée contre le Stade français. Non. Et je suis un peu pessimiste C'est du coup, tu vois. c'est l'UBB. L'UBB, c'est mieux côté UBB avec Jolmes, Verne notamment, Huberti aussi, je pense qu'il a été relâché. Donc oui, côté Toulouse, par contre, ça va y arriver avec. Ouais. Euh, Ouais, j'ai mais j'ai- bon. j'ai un peu peur. S'il était sympa, mais en fait, je pensais que le Bel allait revenir. Alors, je pense que Delip va revenir, mais je pensais que le Bel allait revenir. Il l'a pas lâché là, il a Mm. lâché Raka. Donc, bon, il y a eu des fois où il a inversé, Mm. hein, mais c'est pas parce qu'il les a gardés ce week-end qu'il les relâcherait pas le prochain. Mais là, j'ai du mal à voir qui c'est qu'on va pouvoir récupérer. Donc, avec tous les absents qu'il y a à côté, plus les blessés qu'on a sortis, Ouais, ça c'est va ça. être. C'est qu'en ailier, tu penses entre Delib et Dumortier, c'est plutôt Dumortier qui sera relâché? Ouais, ou les deux. Ouais, ou les deux. Les- Mm. ou les deux, sauf si il a envie d'être sympa et que dans tous les cas, si tu veux, je pense que ni Delib, ni Dumortier, ni Lebel Mm. seront sur la feuille. Raka non plus, Non. puisque je pense qu'il laissera ses deux remplaçants en mettant un 9 et un 10 qui Ouais. peut couvrir deux postes. Donc, soit Jalibert, soit, Soit. soit euh, Ramos, Ramos. en Ouais. fonction de qui Ouais. sera titulaire. C'est ça. Mais en fait, il garde 7 joueurs de plus que ceux qui sont dans les 23. Donc, s'il a envie d'être sympa, il nous lâchera le Bel parce qu'il avait lâché Raka la semaine dernière. Mm. Mais la mansuétude
de Fabien Galtier, je compte pas vraiment dessus. Et puis c'est bien normal, il fait bien un peu ce qu'il veut à un an de la Coupe du Monde. Mais Ouais. ouais, ça, je comptais un peu voir si on pouvait récupérer. Je doute qu'on récupère grand monde. Ouais, je suis d'accord. Bon, ben on verra. En tout cas, on se donne rendez-vous semaine prochaine, gros programme. On récupérera l'ami Clem depuis le Stade de France, enfin, qui nous aura analysé tout ça depuis le Stade de France. Alors, pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour analyser, mais ce sera chouette d'avoir son retour. Et puis, on se fera un petit double débrief, hein. Équipe de France top 14, émission. On a hâte d'être à la semaine prochaine, d'avoir vu ce beau match, ce gros test match contre l'Australie. Et puis une journée de top 14 qui sera riche aussi d'enseignements par rapport aux matchs qui vont se dérouler, aux doublons, etc. Tu as parlé voilà, de certains matchs, le Brive-La Rochelle notamment, qui est vraiment vital pour Toulon-Montpellier, hein. le Toulon. Toulon-Montpellier, attention. Ouais, le Toulon-Montpellier, ouais. C'est vrai que Toulon perdra du coup plus de monde que c'était le cas ce week-end. Donc en effet, Montpellier, peut-être pour rattraper leur petite défaite à domicile, bon, en tout cas là, de toute façon, on met les forces en présence, j'imagine, quand même pour les doublons côté Montpellier, il n'y aura pas vraiment de choix. Mais c'est un gros match, ouais, Toulon-Montpellier. Attention, Montpellier, ils ont une équipe qui va tenir la route, hein. Ouais, c'est Toulon, ça. alors j'ai pas regardé, mais je suppose qu'ils vont perdre déjà les Fidjiens. C'est ça. Ouais. Quand ils vont perdre ouais, Nicolo et Ouais, Waisea, c'est déjà, ça va faire un petit peu mal. Ils vont perdre, je pense, Facundo Issa. ouais, certainement. Euh, ça risque, je pense que Cheslin Colby va partir aussi. Ouais, ils vont se retrouver avec oui, un peu l'équipe de l'an dernier qui cartonnait pas, quoi. Enfin, avec les. Et donc, ouais, ça va bégayer sévère, hein. Ouais, ouais. Gigashvili sera pas là. Il va leur manquer du monde. Et alors que le MHR aura une équipe complète, ça peut faire Ouais. des étincelles. Ouais. Ouais. Bon, ben, on se note, voilà, on notera un œil particulier sur ce Brive-La Rochelle et sur ce Toulon, Montpellier notamment. Bon, à la semaine prochaine. Et puis, petit rendez-vous pour nos amis voilà, qui sont nombreux à nous suivre. Encore merci. Et puis, grâce aussi à All Rugby, qu'on salue évidemment et qu'on recommande. Tous les classements proviennent de chez lui, toutes les stats. Donc, n'hésitez pas à aller voir All Rugby si vous êtes fan de rugby. Vous aurez toutes les infos, transferts, actu, classement chez notre ami All Rugby. Et puis voilà, on vous donne un petit teasing, mais d'ici 15 jours, un lundi où il n'y aura pas de top 14, ben, on s'ennuie pas avec Romain et Clem quand il n'y a pas de top 14. On se fera un petit top 10, comme on les aime, hein, c'est la classe sport. Hein, donc on fait des classements. Je mets un petit exemple ici, un top 10 des demi-mêlées par la classe sport. Et Romain, hein, qui n'est jamais très loin de la classe sport, aussi avait participé dans le top 10 Utility Back. Et voilà, on sera ravis de se les faire en vidéo parce qu'on les avait fait en space. Mais là, on sera ravis avec All Rugby aussi d'en parler, peut-être, pourquoi pas. Et puis, il pourra nous partager ça si l'envie lui en dit. Mais top 10 très prochainement. Suivez-nous sur Twitter, @laclasport, Jeannot Mulot. Suivez-nous sur Twitch aussi, @laclasport. Et puis, très bientôt. Donc, à lundi pour le top 14 et à très vite pour de nouveaux classements et d'analyses. Allez, salut Romain et à bientôt. Bientôt, merci à tous.